Chapitre 20. En fuyant Caerleon, Morgan avait l'intention de retourner auprès de Viviane, dans l'île sacrée, et de chasser à jamais Lancelot de son souvenir. Pourtant, tout en chevauchant vers le soleil levant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui et au cruel affront qu'elle venait de subir. Irrésistiblement attirée vers lui, elle s'était offerte de toute son âme et de tout son corps, en toute innocence, et il s'était affreusement joué d'elle. Le spectacle bucolique des collines et des vallées verdoyantes qu'elle traversait atténuait cependant quelque peu sa peine et ramenait ses pensées à de plus immédiates préoccupations. Quel accueil allait-on lui réserver à Avalon ? Non seulement elle avait quitté l'île en bafouant l'autorité de Viviane et en abandonnant ses obligations de prêtresse, mais elle avait fait pire, en masquant délibérément, sous une frange de cheveux, le croissant bleu de sa destinée qui la marquait au front. Ainsi avait-elle été par 3 fois infidèle à elle-même, infidèle à sa foi, infidèle à ses serments. À moins, comme le disait Lancelot, qu'il n'y eût ni Dieu, ni déesse, mais seulement faible imagination des hommes pour surmonter leur peur, en donnant une forme et un nom à ce qu'ils ne comprenaient pas. Aucune de ces considérations, cependant, n'excusait sa faute, que la déesse fût une création de l'homme ou le nom donné au grand mystère de la nature. Elle avait abandonné le temple, elle avait renié la vie à laquelle elle s'était consacrée. Elle avait absorbé des aliments interdits, elle avait vécu de manière inconséquente, elle s'était offerte enfin à un homme, faisant fi des volontés de la déesse, recherchant le plaisir aux dépens du devoir. Qu'allait penser Viviane de ces inqualifiables égarements ? Et elle-même, avait-elle seulement encore le pouvoir de parvenir jusqu'à l'île sacrée ? Au vallonnement boisé succédaient maintenant des plaines mordorées, où une brise légère inclinait doucement les blés. Les embrassant du regard, Morgan aspira à pleins poumons le souffle enivrant de la terre nourricière, mesurant à regret l'étendue du chemin parcouru, hors des lois premières d'Avalon. Même lorsqu'ils sont chrétiens, ceux qui cultivent la terre, pensa-t-elle, vivent loin d'elle, car selon leur Dieu, l'homme a tout pouvoir sur la nature, sur tout ce qui jaillit et vit dans les champs et les forêts. Or, seule la nature nous domine. Tout appartient à la mère déesse, tout lui est soumis. Sans elle, nous ne pouvons ni exister, ni subsister. Et lorsqu'enfin vient pour chacun de nous le temps de la mort, pour que d'autres après nous puissent trouver leur place sur cette terre, c'est encore la déesse qui décide et ordonne. Non, elle n'est pas seulement la dame verte de la terre fertile, de la semence qui attend patiemment sous la neige, mais aussi la dame noire, celle qui commande aux corbeaux et aux vautours, qui annonce la mort et le retour aux profondeurs de la glèbe. Mère de toute fin et de tout commencement, pourvoyeuse de vie, mère du ciel et des étoiles, elle est tout, et demeure à jamais en chacun de nous. Ainsi songeait Morgane dans sa chevauchée, qui, de plus en plus, la rapprochait de l'île sacrée d'Avalon. Sa faute la plus grave, était-elle convaincue, n'était pas de s'être offerte à Lancelot comme elle l'avait fait, mais de s'être sciemment détournée de la déesse, début et fin de tout, source et aboutissement de toute chose. Qu'était donc, en regard de ces vérités éternelles, l'éphémère blessure faite à son orgueil de femme par le champion d'Arthur ? Viviane allait-elle avoir pitié d'elle ? Peut-être consentirait-elle à la voir réparer ses fautes ? Peut-être accepterait-elle qu'elle puisse continuer à vivre à Avalon, en servante ou en humble travailleuse des champs ? Bien sûr, il lui fallait d'ores et déjà accepter de perdre ses privilèges anciens de haute prêtresse. Coupable et repentie, il ne lui restait plus qu'à espérer indulgence et clémence et à jurer éternelle fidélité à la déesse si indignement reniée. Aussi, lorsqu'au soir se profila au loin le sommet du Thor, enveloppé d'une légère brume, dressant sa fière silhouette sur tous les alentours, ses yeux s'emplirent-ils de larmes, de contrition et de bonheur. Enfin, elle était de retour,
de retour au pays de son cœur. Bientôt, elle se tiendrait debout dans le cercle de pierre, suppliant la déesse d'absoudre ses trahisons, l'implorant de bien vouloir l'accueillir à nouveau parmi les siens, de recouvrer la place d'où l'avait chassé son orgueil impie et son égoïsme. Tantôt projeté vers le ciel comme un phallus en érection, tantôt dissimulé derrière les contreforts boisés ou sous une nappe de brouillard, apparaissant puis disparaissant, le Thor semblait jouer à cache-cache avec elle. La douce lumière du soleil couchant se reflétait dans les eaux miroitantes du lac et les roseaux, faiblement agités par la brise, cachaient et révélaient tour à tour les rivages à peine visibles de l'île des prêtresses. Longtemps, très longtemps, Morgane ayant mis pied à terre, resta immobile sur le rivage, attendant, les yeux perdus dans les brumes irisées, qu'on vînt la chercher. Puis elle comprit que la barge ne viendrait pas, ni maintenant, ni plus tard. L'eau du lac avait viré au gris, et la lumière rose du couchant s'était dissipée. Insensiblement, s'insinuait désormais une pénombre inquiétante, engloutissant peu à peu forme et couleur. Un instant, Morgane se demanda si elle n'allait pas faire demi-tour, oublier ses remords et renoncer définitivement au mystère d'Avalon. Mais elle se reprit vite et décida d'essayer de gagner l'île sacrée en empruntant le chemin secret qui serpentait à travers les marais. Menant son cheval par la bride, elle fit donc lentement le tour du lac, à la recherche de cette sente connue des seuls initiés. Si elle venait à s'égarer, il lui faudrait alors passer la nuit à la Belle Étoile, pelotonner contre l'encolure de sa monture, la tête enfouie dans sa douce crinière. Aux premières lueurs de l'aube, elle retrouverait ensuite son chemin. Un calme étrange semblait de toutes parts l'encercler. Aucune cloche ne tintait dans l'île des prêtres, aucune voix ne se percevait dans le couvent, aucun oiseau ne chantait dans les arbres. Déjà lui semblait-il, ses pas, l'un après l'autre, la menaient sur les traces magiques d'un pays irréel. Comme par enchantement, elle parvint tout à coup à l'endroit où naissait le layon mystérieux. La nuit était tombée. Les buissons et les arbres revêtaient des formes inquiétantes, se transformaient en monstres, grimaçant et en redoutables dragons. Mais Morgane n'avait pas peur. Rien ici, elle le savait, ne pouvait désormais plus l'atteindre. Rien, si elle chassait de son esprit toute pensée pouvant incliner au mal. S'avançant avec précaution, attentive à chaque bruissement dans les branches, consciente que la moindre erreur pouvait l'entraîner vers le cloître ou le potager des moines, elle allait les yeux mi-clos, insensible au froid et à l'humidité, uniquement guidée par une force infaillible et sereine, ne pouvant la mener qu'au but qu'elle s'était assigné. Quelques pensées fugaces parvenaient cependant parfois à troubler momentanément son recueillement. Guidillon, son fils, cet enfant donné à Morgause, cet enfant à la peau douce et aux yeux rieurs, le seul être au monde à lui avoir apporté sur terre une joie véritable, Lancelot aussi, gravissant avec elle, leurs doigts entrelacés, le sentier serpentant jusqu'au sommet du Thor. Avait-elle traversé les brouillards sans s'en apercevoir ? Soudain le sol sous ses pieds n'était plus marécageux, mais sec et ferme. Où était-elle ? Elle ne voyait ni le cloître des moines, ni la maison des vierges, ni même le verger d'Avalon. Et l'ombre n'était-elle pas brusquement moins épaisse ? La lune blanche, si pleine, allait sans doute lui montrer le chemin. Pourtant elle ne reconnaissait rien. Les buissons, les feuilles, les sombres touffes d'herbe, elle ne les avait jamais vus. Mais fallait-il s'en étonner, après ces longues années d'absence ? Ou bien s'était-elle, malgré elle, trompée par les brumes, écartée de l'énigmatique frontière séparant les deux mondes ? Non. Morgane y voyait maintenant presque comme en plein jour. Une clarté laiteuse baignait un univers étrange, complètement inconnu. Déconcertée, elle leva les yeux au ciel. Il n'y avait pas un nuage, pas une étoile, et la lune avait disparu. D'où venait donc alors cette immense clarté ? Un frisson glacial lui parcourut le dos.
Des images surgies du plus profond de sa mémoire assaillirent son esprit. Ce jour lointain où elle était partie toute seule à la recherche des racines et des herbes ayant pouvoir, espérait-elle, de la débarrasser de l'enfant qu'elle portait. N'avait-elle pas déjà erré dans ce pays étrange, qui n'était ni celui des anciens peuples de l'île de Grande-Bretagne, ni le monde occulte où les druides avaient rejeté Avalon, mais un autre, plus vieux encore et plus mystérieux, là où n'existait ni astre de la nuit, ni soleil ni étoile? Le cœur battant, elle s'accrocha à la crinière de son cheval, y enfouit son visage pour sentir sous sa joue, sous ses doigts, sa rassurante et chaude réalité. Tentant de se raisonner, elle sentit néanmoins une frayeur grandissante prendre possession de tout son être. Oui, elle était châtiée, définitivement rejetée de l'univers d'Avalon. Jamais plus elle ne trouverait son chemin, à travers le brouillard qui séparait les mondes. Elle avait trahi la déesse, trahi les enseignements sacrés des druides. Elle était coupable à jamais et définitivement responsable. Non, elle ne retrouverait plus la route d'Avalon. Morgane savait pourtant que la panique était la pire des conseillères. Imaginer le mal était l'attirer irrémédiablement sur soi. Les bêtes sauvages elles-mêmes, fuyant l'homme courageux, sentaient toujours les effluves de peur se dégager des faibles et ne manquaient pas alors de les attaquer. Non, rien de mal ne pouvait ici lui arriver, même si elle était entrée, sans s'en apercevoir, au royaume des fées. Celle qu'elle y avait rencontrée naguère, loin de la menacer, l'avait au contraire aidée à retrouver sa route. Essayant donc de conserver son calme et de réduire les battements de son cœur, Morgane vit tout à coup un point brillant scintiller devant elle, telle une flamme vacillante, tantôt verte, tantôt jaune, qui s'allumait et s'éteignait à travers les arbres. En fait, une torche approchait, brandie à bout de bras par un étrange petit homme à la peau sombre, portant autour de la taille et des épaules des lambeaux de peau de bête. Sur ses cheveux noirs longs et luisants était posée une couronne automnale de feuilles. C'est un homme des petites tribus, se dit aussitôt Morgane, tout à l'écoute de la voix très douce, qui s'adressait à elle dans un dialecte très ancien. « Ma sœur, soyez la bienvenue. Êtes-vous égarée? Laissez-moi prendre votre monture et vous guider. Je connais le chemin. » Comme dans un rêve, Morgane suivit le gnome le long d'une sente si bien tracée qu'elle s'étonna de ne pas l'avoir elle-même remarquée. La végétation dense, les nappes de brouillard, semblaient s'écarter toutes seules pour leur livrer passage. De temps à autre, le guide mystérieux se retournait vers elle, le regard brillant, les dents étincelantes, comme pour lui dire « Ne craignez rien, faites-moi confiance, je vous mènerai à bon port. » Morgane, en le suivant, avait perdu toute notion de temps et d'espace. Était-ce depuis des heures, ou bien quelques secondes, qu'elle marchait à sa suite? Depuis quand les arbres avaient-ils fait place à ces hautes colonnes? Elle était en effet maintenant dans une salle immense, brillamment éclairée, remplie d'hommes et de femmes couronnés de feuillages, de fleurs printanières ou de pâles guirlandes de boutons d'arbousier. Aux notes harmonieuses d'une harpe, le petit homme sombre entraîna Morgane devant une longue table. Une femme aux yeux gris y était assise, et elle la reconnut aussitôt. Oui, ce visage serein appartenait à celle qu'elle avait rencontrée jadis, en franchissant par mégarde les frontières imprécises du royaume des fées. Sans un mot, la femme lui tendit une coupe, faite d'un métal inconnu, pleine d'un breuvage dont le goût amer lui rappela celui de la bruyère. Trop tard elle se souvint du conseil, maintes fois entendu. Ni boire, ni manger dans le pays des fées, sous peine de rester à jamais prisonnière. Se persuadant qu'il ne s'agissait là que d'innocents contes pour enfants, elle demanda alors, non sans appréhension. « Où suis-je » ? « Vous êtes au château Chariot, lui fut-il répondu. Soyez la bienvenue, Morgane. Après un voyage si long, vous avez besoin de vous restaurer et de repos. Demain, nous vous conduirons là où vous le désirez. »
une petite femme brune frappa légèrement dans ses mains, et apparut aussitôt un homme minuscule, agile et mince comme un corrigan, portant à bout de bras un énorme plateau couvert de fruits et de tranches de pain noir. Aux poignets fins de l'homme s'enroulaient, semblables à des serpents vivants, plusieurs cercles d'or. Morgane ne put retenir un frisson. Où était-elle donc, et en quelle compagnie? Des ombres allaient et venaient en silence, échangeaient sans un mot mets, vases et fleurs étranges. La tête couronnée d'osier, le cou orné d'un collier de minuscules coquillages en forme de vulve, une autre femme vint lui porter à boire. La musique s'était faite plus proche, plus envoûtante, ensorcelante, comme l'indéfinissable parfum qui flottait dans l'air, rappelant la suave amertume du fruit inconnu qu'elle venait de porter à sa bouche. Lorsqu'elle fut pleinement rassasiée, un petit homme lui mit entre les mains un curieux instrument de musique, ressemblant vaguement à une harpe primitive. Ses doigts effleurèrent les cordes, et, presque sans le vouloir, elle se mit à chanter. Sa voix semblait à la fois plus grave et plus chaude que d'habitude, sous l'effet vraisemblable de la liqueur de bruyère qu'elle venait d'absorber. Tandis que ses doigts s'activaient en cadence et que sa voix s'alanguissait en douce mélopée, Morgane se sentit dérivée dans un autre univers, une plage au soleil, un rivage de sable où s'enfonçaient délicieusement ses pieds nus, des visages, inconnus ou familiers, dansant autour d'elle. Quels étaient ces visages? Les avait-elle croisés dans une vie antérieure, embrassés dans des rêves oubliés? Puis, une grande cour ronde et un druide en robe blanche se présentèrent à elle. Le druide lui tendait d'étranges instruments et comptait les étoiles. Enfin, des champs magiques entr'ouvrirent des portes, et un cercle de pierre où glissaient des serpents surgit des ténèbres. Alors, elle sombra dans un profond sommeil. Les murs de sa chambre, tapisserie de feuillages, bruissaient doucement dans le vent. Dans ses rêves, immergeait son fils. Et très souvent, un peu en retrait, Lancelot, au milieu de visages de femmes qui voulaient lui parler, mais dont elle ne parvenait pas à saisir les voix. Cette nuit-là, à plusieurs reprises, Morgane s'éveilla en sursaut. Hantée par tous ses songes, elle explora avec angoisse l'obscurité. Pourquoi aucune étoile ne brillait-elle dans le ciel? Pourquoi la lune elle-même avait-elle disparu? Quelle était cette étrange clarté qui baignait toute chose? Puis vint une nouvelle journée. Elle la passa avec dans les cheveux une guirlande écarlate de fleurs, signe, lui dit-on, que sa virginité s'était enfuie. Puis, les jours et les nuits s'enchevêtrèrent dans sa tête, dans une ronde sans fin. L'univers dans lequel elle planait ne connaissait ni le feu du soleil, ni l'argent de la lune, ni la course du temps. Morgane mangeait quand elle avait faim, tendait la main vers les fruits quand elle avait soif, s'étendait sur une herbe printanière lorsqu'elle se sentait lasse, chantait ou jouait de la harpe dès qu'elle en éprouvait le désir. Dans un monde enchanté, tout devenait possible. Il lui arrivait aussi parfois de vivre des instants tout à fait insolites, presque incongrus, telle cette soirée étrange où elle se retrouva assise sur les genoux d'une des dames du château Chariot, en train de lui téter longuement, tendrement le sein, avant de s'endormir sur son épaule. La femme, qui ressemblait à Viviane, ne la quittait pas, l'entraînait très souvent dans la forêt profonde, aux arbres millénaires, pour récolter baies et fleurs destinées aux guirlandes. Un jour où elle déambulait le long d'une sente sans fin, son pied heurta quelque chose de dur, qu'elle prit d'abord pour une simple pierre. Mais en se penchant pour examiner de plus près l'objet, elle vit qu'il s'agissait d'un fragment de squelette d'un très gros animal. En fait, c'était une tête à laquelle pendaient encore de longues lanières de cuir, décolorées. « Mais c'est mon cheval !» se dit Morgane. « Que lui est-il donc arrivé ? Et pourquoi ne m'attend-il pas tranquillement à l'écurie ?» Mais y avait-il une écurie au château Chariot? Curieusement, cette découverte ne l'affectait en rien. C'était sans importance. Danser, chanter, oublier le temps dans l'univers enchanté des fées, suffisait amplement
à occuper son esprit. Une autre fois, elle se trouvait à la lisière d'un bois pour cueillir des baies. Le petit homme qui l'avait amenée, et dont elle ignorait le nom, surgit de l'ombre à sa rencontre. « Vous portez un poignard sur vous, » lui dit-il brièvement. « Jetez-le, car tout ce qui peut tuer doit être repoussé. » Obéissant, elle défit donc les liens de cuir qui retenaient le coutelas à sa ceinture, et le jeta au loin. Alors, il vint à elle et l'enlaça, voluptueusement. Sa bouche était de velours, sa peau tiède, et, lorsqu'il l'étendit sur l'herbe, elle ne s'étonna nullement de se retrouver entièrement nue dans ses bras. Il était chaud et doux, et de se sentir si soudainement chevauché faillit lui arracher un long cri de plaisir. Ses mains puissantes et tendres s'attardaient sur ses hanches, ouvraient ses cuisses. Alors, tenaillée par un désir vertigineux et trouble, reconnaissante et gémissante, elle accueillit avec l'ardeur et l'impatience d'une bête sauvage le membre viril et fort qui la fit défaillir. Emportés tous deux par une houle irrésistible, celle des grandes pulsions de la terre et des océans, ils glissèrent enfin dans le paradis éphémère de toutes les félicités. « C'est le temps du plaisir », lui souffla-t-il doucement à l'oreille. « Donne-toi tout à moi, sans souci du futur, sans crainte de recevoir les fruits naturels de l'amour. » Mais Morgane ne s'appartenait plus. Sans réserve, consentante, elle s'abandonnait à toutes ses caresses, à toutes ses volontés. Et ce n'est qu'à l'instant où l'homme laissa s'échapper un long râle qu'elle devina, au sommet de son front, l'ombre d'une ramure. Ainsi, pour la deuxième fois, le grand cornu avait-il eu raison d'elle. Ses errances au pays des fées n'étaient pas pour autant terminées. À quelque temps de là, toujours dans la forêt, elle arriva au bord d'une vaste mare et s'y pencha. Du fond des eaux, une femme la regardait. C'était Tigerne, à coup sûr. Ses cheveux étaient presque tout blancs, et de nombreuses rides creusaient son visage. Ses lèvres remuaient, ses bras se tendaient, comme si elle appelait quelqu'un à son secours. Bouleversée, Morgane se releva, tenta de faire le vide dans son esprit, et se pencha une fois encore sur les eaux transparentes. Alors elle vit Arthur, entouré d'hommes de guerre et de chevaux piétinant la poussière. Puis Guenièvre aussi, épanouie mais lasse. Lancelot enfin, qui lui disait adieu en lui baisant les lèvres. Un douloureux pincement au cœur, elle chassa alors cette dernière vision de son esprit. Mais la nuit suivante, elle fut tout à coup réveillée par un terrible hurlement qui explosa dans le silence. C'était, lui sembla-t-il, au sommet du tord, le cri terrifiant de Ravenne qui résonnait d'un monde à l'autre. Le pendragon a trahi Avalon, enchaînait comme en écho une voix lointaine. Le dragon s'est envolé, la bannière sacrée ne flotte plus sur les troupes du haut roi. Un long sanglot suivit, puis des gémissements qui déchirèrent longtemps les ténèbres, et lorsqu'enfin le silence revint, Morgane était assise, baignée d'une lumière blafarde, l'esprit lucide, pour la première fois depuis son arrivée dans le monde des fées. « Depuis combien de temps suis-je ici ?» se demanda-t-elle. 10 jours 10 mois 10 ans? Pourquoi suis-je en ces lieux alors que tout le monde me cherche, alors que j'ai encore tellement à faire? Il faut, sans plus attendre, fuir. Mais comment? Je n'ai plus de cheval, plus de couteau, plus rien à moi. Qu'importe, cette fois je le sens, je le sais. Aucune force au monde ne pourra me retenir. Naturellement, comme si de toute éternité il était inscrit que son séjour chez les fées avait effectivement pris fin, elle se leva, noua ses cheveux en une grosse natte, puis se couvrant les épaules d'une peau de bête, elle s'engagea résolument sur le chemin, le seul, elle le savait, qui cette fois allait la mener, en toute certitude, à Avalon. Morgane parle. Au pays des fées, le temps n'existait pas, et je ne m'en souciais guère. Mais revenu en ce monde, il me fallut bien constater que le visage de Guenièvre s'était marqué, que l'exquise fraîcheur d'Hélène s'était à jamais enfuie. Seule, je n'avais pas vieilli, et mes cheveux toujours noirs comme l'aile d'un corbeau n'avaient pas un fil blanc.
Un phénomène assez semblable se produisait à Avalon, depuis que les druides l'avaient isolé du monde des chrétiens. Non que le temps se fût totalement arrêté, comme au pays des fées, mais parce qu'il s'écoulait à un rythme différent. Incontestablement, on voyait se lever tour à tour le soleil et la lune, se dérouler les rites à l'intérieur du cercle de pierre, un peu comme dans un rêve. Aussi, pouvais-je moi-même rester 1 mois à Avalon et découvrir ensuite qu'une saison entière s'était écoulée dans le monde extérieur. Je séjournais d'ailleurs de plus en plus souvent dans l'île sacrée, car le monde des chrétiens ne m'apportait que tristesse et désillusion. C'est alors que chacun se mit à remarquer que le temps n'avait plus d'emprise sur moi. J'étais même de plus en plus jeune, et pour cette raison, on commença à m'appeler Morgane la Fée. Le mot de sorcière vint aux lèvres de ceux qui ne m'aimaient pas. Pour les prêtres, bien sûr, c'était là un état appelant toutes les condamnations. Sans le cri de Ravenne, ce cri horrible dont le seul souvenir l'avait déterminé à revenir à Avalon, Morgane n'aurait probablement jamais quitté le pays des petits hommes sombres. Elle aurait même sans doute partagé volontiers leur vie jusqu'à la fin de ses jours. Une existence sans heurts s'y déroulait, dans le plus grand mystère, sous les eaux des lacs ou sous les îles des mers, sous les dolmens ou les combes sauvages, dans un domaine inaccessible aux mortels. Comment oublier les instants d'ineffable émotion que lui avait procuré la musique des fées, l'incomparable saveur des fruits, ce langoureux enchantement de l'esprit et des sens, ce sentiment de si totale communion avec la nature, l'atmosphère surtout de tendresse et d'amour qui présidait au moindre échange entre les êtres, les plantes et les choses. D'un pas ferme et assuré, Morgane cheminait donc vers Avalon, sans cesser de s'interroger, presque douloureusement, sur la durée de son absence. Elle avait quitté Caerleon au milieu de l'été, et voilà que maintenant, ses pieds glissaient sur des plaques de neige durcie. Tout un automne s'était-il réellement écoulé.